avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Mélina. Mélina, elle est naturopathe, elle est maman. Vous la suivez peut-être sur son blog et sur son profil Instagram La Famille Tortue. Vous pourrez notamment y trouver des conseils d'expertes sur tout ce qui concerne la cosmétologie et les contenus justement de ces produits que moi je connais pas très bien, faut dire. Moi, Mélina, je l'ai aussi découverte à travers d'une série de posts sur Instagram qu'elle a réalisé en collaboration avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maman Sa Mère. Je vous invite à aller voir sur Instagram une série de plusieurs posts qui retracent son parcours pendant son postpartum et notamment sa dépression du postpartum. Ça m'a vraiment énormément touché, surpris, ému, et je lui ai demandé si elle voulait bien nous raconter son histoire, et elle a accepté. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter son histoire à Mélina, son histoire que nous allons aborder sans détour, en essayant de coller à la réalité, aussi dure soit-elle, aussi complexe, et voilà, sans tabou. Merci beaucoup à Mélina de nous livrer cette histoire. J'espère qu'elle pourra aider des mères, des pères, des futurs parents à connaître la réalité qu'il peut y avoir derrière ces moments. Ça me semble important de le partager. Et maintenant, Mélina, je te laisse la parole si tu veux bien nous raconter ton histoire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc c'est mon entrée fracassante dans le monde des mamans, qui s'est pas forcément fait comme je m'y attendais. Il faut savoir que Louis était très désiré, donc c'est un bébé qu'on voulait terriblement, donc j'ai dû faire quelques passages médicalisés. Enfin, c'était pas vraiment la PMA, mais on allait rentrer en PMA, mais c'était pas... Voilà, j'ai pu, grâce à l'hystérosalpingographie, tomber enceinte le soir même, en fait, parce que ça m'a débouché les trompes. Et donc c'était vraiment un enfant désiré, c'était pas du tout quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça par hasard. Et la grossesse s'est pas très bien passée, déjà parce que j'ai pas aimé être enceinte. Je me sentais complètement dépossédée de mon corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas très bien vécu. Et c'est surtout la fin, en fait, qui a été un peu compliquée, parce que Louis était en siège. Et à la maternité, ils m'ont proposé de faire une version, donc de le retourner dans mon ventre. Et ça s'est pas très bien passé. Bon, déjà, il s'est pas retourné. Ça m'a fait très mal. Et après, en fait, cette version, on doit faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Et en fait, là, ça allait pas du tout. Ils m'ont rappelé en me disant qu'il y avait un échange de sang entre Louis et moi, donc c'est-à-dire qu'il était blessé ou moi. Enfin, on savait pas ce qui se passait, donc il fallait que je retourne à la maternité très vite. Ils m'ont fait plein de tests, des échographies, des prises de sang, etc. Et en fait, c'est surtout que cette prise de sang a révélé, au-delà du fait qu'il y avait un problème d'échange de sang, que j'avais une thrombopénie sévère, c'est-à-dire que mes plaquettes étaient en chute libre et qu'il fallait me faire accoucher très rapidement, parce que vu l'état de mes plaquettes, ils ne pouvaient pas garantir que je ne fasse pas une hémorragie de la délivrance. Donc pour eux, l'accouchement par voie basse était pas du tout envisageable. Donc il a fallu déjà faire le deuil de mon accouchement naturel, tant préparé et désiré. OK pour la césarienne. Et là, la grande interrogation, c'est: est-ce que c'est une césarienne par anesthésie générale ou une césarienne par rachis, vu mes taux plaquettaires. Donc ils m'ont donné des médicaments, de la cortisone à très forte dose pour me faire remonter ce taux de plaquettes. Donc ça a été vraiment, voilà, tout ça pour expliquer le contexte, en fait, de la venue au monde de Louis. Et surtout, les erreurs médicales ont commencé puisque j'ai été hospitalisée, donc on était en chambre. On m'a dit que mon taux était suffisamment remonté pour partir en césarienne tout de suite. Sauf qu'une interne, 1 heure après, est rentrée dans la chambre et au lieu de me préparer pour la césarienne, m'a dit que je pouvais rentrer à la maison. Que j'avais rien à faire ici, et que voilà, qu'il fallait que je rentre. Et elle m'a donné une ordonnance pour du Doliprane et m'a dit de partir.
Donc j'ai pas demandé, plus d'informations, que ça. On est partis, donc il était, minuit, quand je suis rentrée à la maison et le lendemain matin, donc moi j'ai mis mon téléphone en mute et le lendemain matin, j'avais plus d'une soixantaine d'appels en absence de la maternité et quand je les ai D'accord. rappelés, ils étaient furieux en me disant pourquoi je m'étais échappée, que je mettais ma vie et celle de mon bébé en danger. Je leur ai dit que c'est l'interne qui m'avait demandé de rentrer chez moi, que je l'avais pas fait moi toute seule. J'avais ma valise et tout. En plus, on avait vraiment tout prévu, et ils m'ont dit: «Non, non, bah, il y a eu une erreur, elle s'est trompée, en fait, elle a gardé la mauvaise patiente». Donc on était 2 chambres, 2 patientes dans 2 chambres différentes et elle a, gardé la mauvaise patiente. Donc me voilà repartir avec mes valises à l'autre bout de Paris, parce que c'était sur Paris à l'époque, pour passer en césarienne et là, le temps, en fait, que la nuit passe et cetera, mon taux a rechuté. Donc D'accord. renouveau le stress de savoir est-ce que césarienne par, rachis ou par anesthésie générale et ça vraiment je le vivais très, très mal et c'est au moment de rentrer au bloc où on m'a refait un dernier prélèvement et on m'a dit: «Go, rachis, c'est bon, là le taux il est passé au-dessus à quelques, enfin, je sais pas à combien, mais enfin en tout cas l'anesthésiste a dit: «Là c'est bon, je prends la responsabilité, on ne fait pas rachis». Donc Julien a pu participer à la naissance, a pu être là, mais j'étais pas du tout préparée à l'accouchement par césarienne. Je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que j'allais ressentir, ce que j'allais vraiment ça a été assez horrible. Puis comme ils étaient un peu dans le stress que mon taux chute pendant l'opération, donc ils ont fait ça très, très vite. Enfin vraiment en 3 minutes, il était sorti, j'ai rien compris et donc là, il est parti avec, son père pour les soins et cetera. Ils m'ont recousu évidemment et puis bon, bah, se passent les premiers jours à la maternité compliqués en post-césarienne, j'ai des loquis mais ça c'est normal, hein, des saignements. On m'avait pas prévenue non plus mais bon, je l'apprends à mes dépens Ouais. que je saigne et puis on rentre à la maison, je saigne encore. Pareil, on me dit que c'est normal et puis 1 mois après, je saigne encore. On me dit que c'est normal, que ça peut durer un petit peu, les loquis, OK, 2 mois, passent et je saigne toujours et au bout de 2 mois et demi, je vais voir, mon gynécologue et je lui dis, que, bah, que je saigne encore et que je suis désolée pour l'examen, enfin que ça va être un peu pour lui pénible parce que je saigne encore. Et là, il était, choqué, il me dit: «Mais vous avez déjà votre retour de couche?» J'ai dit: «Pas du tout, je saigne en discontinu depuis la naissance». Là, il me dit que c'est pas vraiment normal et donc m'ausculte et effectivement voit, quelque chose dans l'utérus, il est pas sûr et là, je lui dis, moi, que je suis fatiguée. Effectivement, j'emploie pas le mot, épuisée, terrassée, au fond du seau parce que, bah, je m'en rends pas vraiment compte, mais bon, je pense que ça se voyait déjà sur mon visage. Mais je lui dis ce mot, je lui dis, «Je me sens vraiment fatiguée». Bon, déjà, je saigne en discontinu depuis 2 mois et demi, donc ça peut paraître normal. Mais lui me dit, que, bah, oui, c'est le lot de toutes les mamans et qu'il va falloir que je m'y fasse parce qu'avoir un bébé, c'est fatigant. Ça OK, s'arrête alors là, juste là, si je comprends bien, tu as eu un problème de thrombopénie, heu, enfin, au moment de la naissance. Alors je m'arrête dessus parce qu'en fait, on a connu ça aussi nous avec, pour la naissance de Sarah et d'accord. ça a été très stressant et on a trouvé le corps médical très culpabilisant sur le sujet. Tu vis tout ça, là, tu es déjà quand même à 2 mois et demi quoi, c'est-à-dire que tu es déjà à 2 mois et demi de postpartum, c'est ça? C'est ça. Et et donc tu saignes, tu es fracassée, bon, à la rigueur, OK, on peut se dire qu'on est tous fatigués et au moment où tu vas voir ton gynéco au bout de 2 mois et demi, il te dit: «Ouais, bof, c'est moyen OK» et quand tu lui parles de ton état, même si tu utilises pas des mots, forcément très violents pour parler de ton état, lui, bah, il ça du revers de la main en te disant, «Ouais, bon, ben voilà quoi, tes parents, quoi». C'est ça. C'est OK, ça. d'accord, je voulais juste faire un petit point étape, pour C'est qu'on se ça. rende bien compte de ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en fait, être maman, c'est forcément fatigant, Mmh. épuisant et voilà et en gros, j'ai qu'à m'y faire parce que je l'ai voulu. Enfin, c'est un petit peu ce qu'il a voilà, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. C'est pas les mots qu'il a utilisés, il m'a pas dit: «Vous l'avez voulu, vous l'avez eu», mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et il m'a dit: «Bon par contre, votre thrombopénie, ça va mieux» parce que ça, c'est vrai, mes taux étaient remontés, à la normale. Donc Mmh. il me dit: «C'est pas à cause de ça que vous êtes fatiguée» et puis, bon, bah, voilà. Et donc il me demande d'aller dans un hôpital, pour, faire, des tests supplémentaires, pour aller avec une petite caméra voir, l'intérieur de mon utérus. Déjà que j'ai subi ma césarienne et je l'ai très mal vécue. Retourner dans mon utérus, bof bof quoi, enfin j'avais pas très envie.
Je veux surtout pas retourner, dans la clinique dans laquelle j'ai accouché, parce que pour moi ça a été assez traumatisant là-bas, donc je veux surtout pas. Et donc je vais dans un hôpital, un grand hôpital parisien, et effectivement, ils me font, cet examen qui est assez douloureux en plus, enfin me faire rentrer une caméra dans l'utérus, pas agréable. Et là pareil, j'ai Mmh. pas trop de considération des médecins. On me dit: «Ah bah oui, vous avez un gros morceau de placenta», et en fait, il y a une infirmière qui est avec moi, qui me tient la main parce que, bah, c'est vraiment pas agréable, et elle dit au médecin: «Mais comment c'est possible qu'elle soit encore là?» Et en fait, ce mot-là, comment c'est possible qu'elle soit encore là? Moi, je me le prends en pleine face. En fait, je réalise pas trop pourquoi elle lui dit ça. Et j'ai la chance d'avoir une mère qui est infirmière, pas du tout en obstétrique, hein, mais bon, qui a quand même quelques notions. Et quand je rentre et que je l'appelle et que je lui dis ça, elle-même me dit: «Mais comment c'est possible que tu n'aies pas fait une infection généralisée, enfin, ou une hémorragie ou...» Et elle est vraiment choquée de se dire: «Mais waouh, enfin, depuis tout ce temps, de garder un morceau de placenta, c'est grave, en fait, c'est dangereux», et Mmh. donc effectivement, on me dit bien que c'est grave et dangereux, qu'il faut l'enlever. Donc avant de faire une aspiration, ils me proposent de prendre la pilule, pendant quelques jours, en fait, pour me redéclencher des règles, même si je saigne en discontinu, pour essayer de faire, ils appellent ça la chasse d'eau, en fait, qu'avec mon sang et mon domètre, en fait, ça parte. Ça marche pas du tout. Il me reste toujours, enfin, le placenta qui est accroché, et donc on me propose de faire, enfin, on me propose pas, on me demande de faire une aspiration, un curetage, comme on fait, Oh. lors d'un avortement, par anesthésie générale. Et à chaque fois que je rencontre des médecins, je leur dis que je suis fatiguée. Mais de toute manière, ça ne se voit vraiment sur ma tête, en fait. J'ai des cernes, qui se creusent de plus en plus, je suis vraiment pâle, enfin, je suis pas bien, je suis fatiguée. Et en fait, on met ça sur le coup du stress de ce qui se passe, et peut-être du fait que mon corps réagit à ce morceau de placenta, en fait, qui est resté dans mon utérus. Ce qui est Ce qui est assez logique. ce qui est logique, ce qui est plausible, mais bon, Mmh. voilà, on me pose pas la question de savoir est-ce que, ça va vraiment, enfin, Ouais. dans ma tête, en fait. Et donc ça, c'est le 18 janvier, je me rappelle encore la date. Ma mère monte, parce que ma mère habite à Nice, monte sur Paris, juste la journée pour que Julien puisse m'amener à l'hôpital, puisque je suis en Mmh. anesthésie générale, donc après il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne me rechercher. Et voilà, et donc on part à l'hôpital le 18, et on dit à Julien, bah, que tout va bien se passer, enfin qu'il y en a que pour une vingtaine de minutes, après le temps que je me réveille, enfin comme c'est une opération flash, enfin c'est pas une anesthésie très lourde, normalement je suis censée me réveiller assez bien et rentrer, rapidement à la maison. Donc ma mère est avec Louis, puisque, bah, on n'avait toujours pas de mode de garde à l'époque, et heu et en fait, bah, je me réveille pas. Je me réveille pas, Oh. ouais, je fais un état de mal convulsif, on appelle ça, donc je fais 7 crises convulsives. Hem, je me réveille pas, il me place dans le coma artificiel pour éviter que mon cerveau ne grille, et Mmh. il m'envoie en réanimation. Et en fait, Julien s'inquiète parce que ne me voit pas remonter au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, alors qu'on lui avait dit, 20 minutes maximum. Il essaye de demander, mais on lui dit qu'on sait pas, que enfin, personne ose trop lui dire, et en fait, ça c'est lui qui m'a raconté, hein, parce que bon, moi j'étais dans le coma, donc je peux pas savoir, mais à un moment donné, il y a 3 médecins qui rentrent dans la chambre dans laquelle il était, où il devait m'attendre, et on lui demande de les suivre. Voilà, sans aucune explication, le visage très fermé, et on lui dit juste, de les suivre, et il l'emmène dans une D'accord. pièce, dans un bureau, et il lui demande de l'asseoir, lui il refuse, il dit: «Non, non, vous me dites ce qui se passe maintenant». Il dit: «Non, asseyez-vous», et en fait là, lui, il pense que je suis morte. Vu la tête des médecins, vu qu'on lui demande de s'asseoir et cetera, il s'effondre, et on lui dit que je suis pas morte, mais que je suis dans le coma, que je ne me suis pas réveillée, qu'ils savent pas ce qui se passe, que je suis partie immédiatement en réanimation, que je suis intubée, que, là, pour le moment, il peut pas me voir parce que, je suis en train de faire des tests. Donc ils me font, Mmh. des scanners, des IRM, électroencéphalogrammes, enfin tout pour, écarter des causes, organiques.
Et donc ça, c'est le 18 janvier. Donc Louis est né le 16 septembre, donc c'est quelques mois après sa naissance. C'est loin Et quand même, hein. ouais, Tu vois, ça ouais, fait enfin, je me dis, quand même, ça veut dire que pendant, 4-5 mois, quoi, tu es quand même, enfin, déjà, tu préviens beaucoup de gens que tu es fatigué. Tu vois ouais. beaucoup de médecins quand même, mine de rien, en tout cas du personnel de santé et personne, à aucun moment, pendant ce cursus, ne creuse le côté psychologique, quoi. On est Non, d'accord? on est OK. d'accord. Surtout que, petite parenthèse par rapport à ma grossesse, à 4 mois de grossesse, j'ai perdu mon grand-père, qui pour moi était ma figure OK, paternelle. d'accord. J'ai mon père, hein, qui est toujours là, mais mon grand-père, ça a été vraiment ma figure paternelle. C'est l'homme de ma vie, enfin en tout cas le premier. Et il est décédé quand j'étais enceinte de 4 mois de grossesse, donc il a pas pu voir, mon fils, et mon fils s'appelle Louis parce que Mmh. mon grand-père s'appelle Louis également. Enfin s'appelait Louis. D'accord. Donc vraiment, il y avait une grosse, voilà, un gros choc qui s'est passé pendant ma grossesse, et ça, j'en avais parlé tout de suite. Et on m'avait pas proposé ni de voir un psy, ni rien du tout. Et je pense que pendant la grossesse, notre cerveau se met en état de veille, en fait, pour nous protéger, tout simplement. Donc mon deuil, je l'ai absolument pas fait pendant la grossesse. Enfin, j'ai fait un gros, j'ai pleuré une fois, puis c'est tout, quoi. Enfin, ça a été très, Mmh. un blocage qui s'est passé émotionnellement, et on m'a pas proposé, voilà, d'avoir de suivi, d'avoir rien du tout. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour que déjà, même pendant la grossesse, en fait, j'ai expliqué qu'il y avait quand même des choses qui étaient pas cool qui s'étaient passées et qu'on aurait peut-être pu Ouais. m'aider là. Et donc Mmh. on est le 18, et moi, de ce dont je me rappelle, parce que maintenant je le sais que c'est ça, parce qu'en raccordant les wagons, j'ai eu, enfin, des petites phases d'éveil, puisque entre les crises convulsives, je ressentais et j'entendais des choses. Je voyais D'accord. rien, je voyais pas les médecins, je ne sentais, enfin, je sentais pas vraiment, de douleur, mais je sentais qu'on me bougeait, qu'on faisait des choses, qu'on me mettait sur le côté, enfin tout ça, je le sentais. À un moment donné, j'ai senti du froid énorme, et en fait, et un bruit de portière qui se coulisse, et en fait ça, après, on a compris que c'est quand je suis passée du bloc à la réa, parce qu'il faut sortir à l'extérieur. On était un 18 janvier à Paris, donc il faisait bien froid, donc ils m'ont sorti en petite tenue, petite tenue, sur un brancard. Enfin voilà, tout ça. Donc j'ai eu des phases quand même où mon cerveau essayait, en fait, quand bien même, de se réveiller, mais à chaque fois ça repartait en crise convulsive. Et donc je reste en réanimation pendant plusieurs jours, où ils essayent des tests. À un moment donné, ils me réveillent. Donc effectivement, je me réveille, je ne fais plus de crise convulsive, mais en même temps, vu les traitements qu'ils m'injectent, c'est impossible là de faire des crises. Donc ma mère était en neurologie, était infirmière en neurologie, et après en psychiatrie. C'est drôle, hein, parce qu'elle était infirmière psychiatrique, mais en tout cas, quand elle était infirmière, elle était infirmière en neurologie, et elle m'a dit, enfin, les doses de médicaments qu'ils m'ont injectées sont énormes. Enfin, que pour Mmh. mon poids et ma taille enfin, c'était énorme, vraiment énorme. Et là, je me rappelle qu'on me pose des questions. On me demande en quelle année nous sommes. Je leur réponds ma date de naissance. En fait, je leur dis 1990. Le président de la République, je me souviens avoir dit Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas pourquoi. Et on me demande qui est Louis. Et donc là, je leur dis c'est mon Ah, grand-père, et c'est un OK. roi de France. D'accord. Voilà, Donc ton fils, plus rien. là, quoi? Non, pas D'accord. d'enfant, non. Là, ça a été après une private joke avec ma famille pendant un moment, mais pour me raccrocher à la vie, au fait que je sois réellement en vie, parce que je pensais que j'étais morte à un moment donné, enfin je me raccrochais à ma tension artérielle. Et en fait, en réa, donc il y a D'accord. plein de bips partout, ça sonne de tous les côtés, et il y a une machine qui prend la tension, et moi, elle me la prenait, je crois, toutes les 3 minutes, un truc comme ça. Et donc, toutes les 3 minutes, je demande quelle est ma tension. Parce que pour moi, enfin, je sais pas, dans mon cerveau, c'est tension est égal je suis en vie, je suis là, en fait. OK.
Et donc après, ça a été une petite blague entre nous parce que mon frère m'a offert un tensiomètre Un à mon tensiomètre. anniversaire. Parce que du coup, je leur demandais toutes les 3 minutes, jour et nuit, quelle est ma tension. Enfin, c'était assez drôle, mais pas de Louis. Vraiment, on me demande, après on essaye de pousser, est-ce que je suis maman? Je dis: «Mais non, je suis pas maman, pourquoi je suis là?» Je dis: «Mais j'en sais rien, pourquoi je suis là?» Enfin, je savais même plus que je m'étais fait opérer de l'utérus. Enfin, tout ça pour moi, c'était, non, ça n'existait plus. Juste, je savais que c'était très grave ce qui s'était passé, que j'avais toute ma famille là, alors qu'ils habitent sur Nice, enfin qui j'ai pas compris pourquoi, ils étaient là. Voilà et Julien finalement, il est là mais pas trop là parce que, il est surtout avec Louis qui doit s'en Mmh. occuper. Donc il se relaie avec ma famille pour être autant avec moi qu'avec lui. Mais moi, je le vois pas trop. Enfin, voilà, je vois surtout mon frère, ma mère, ma meilleure amie, ma sœur, mon autre sœur. Enfin, voilà, je vois. Mais Julien, pas trop. Et bon. Et je continue à faire. Alors, c'est plus des crises convulsives, mais c'est des crises d'angoisse en fait, D'accord. où vraiment je me mets à plus réussir à respirer. Enfin, je suis comme en apnée. Enfin, je vais vraiment pas bien, je pleure beaucoup et ça se passe très régulièrement quand je suis en réanimation. Donc, il pense à chaque fois que je refais des crises convulsives, donc il me réinjecte des produits pour les crises convulsives, mais en fait, c'est pas du tout des crises convulsives, c'est juste des crises d'angoisse. Et D'accord. à un moment donné, c'est une médecin qui dit arrêtez tout, enfin, parce qu'on allait me réinjecter encore des antiépileptiques. Elle dit arrêtez tout, on observe, observons-la. Et effectivement, ils m'ont observée. Elle a dit mais c'est pas du tout une crise d'épilepsie. Enfin, elle est consciente là, parce qu'elle me demande de suivre le regard. Donc moi je la suis, mais je tremble en fait vraiment. Je saute sur la table. Enfin, c'est assez fou mon corps ce qui dégage comme énergie à ce moment-là pour dire wow, écoutez-moi, je suis juste fatiguée en fait, je suis pas bien. Et a fait venir le psychiatre du service. Et pendant la consultation, donc c'est plusieurs jours après m'être réveillée, pendant la consultation, je me rappelle que j'ai un fils. Ah. Et là, en fait, je lui dis: «Mais il est où mon fils?» Je sais plus ce qu'il m'a dit pour me déclencher ça, en fait, mais il a dit sûrement quelque chose et je lui dis: «Mais attendez, il est où mon fils?» Bon, je parlais pas comme ça, hein, Est-ce je que parlais vraiment oui? est-ce que les mots dépression du postpartum sont enfin prononcés ou pas à ce moment-là? Alors, c'est pas là, pas à cette consultation-là, pas à moi D'accord. en tout cas, pas directement à moi. Il me dit que mon fils va bien, qu'il est avec ma sœur, enfin que tout va bien et cetera. Il me rassure là-dessus parce que je refais des crises là très fortes à ce moment-là. Mmh. Il me revoit, je crois 3 fois et au bout de la troisième fois, il me dit, alors de manière un peu frontale du coup et moi je l'ai très mal pris, que je suis en dépression du postpartum. D'accord. Sauf que déjà de 1, je sais pas ce que ça veut dire. On m'en a jamais Eh oui. parlé. Dépression est égale, nana qui va se suicider, enfin qui donc non, c'est pas du tout enfin j'ai pas l'impression en tout cas, d'être folle. En plus, on me fait Mmh. voir un psychiatre, pour moi psychiatre est égal fou. D'accord. À l'époque, hein, je dis bien, après je me suis beaucoup Oui. déconstruite, là-dessus, mais à l'époque, pour moi psychiatre est égal fou. Pour moi, j'ai soit un cancer du cerveau, soit j'ai fait un AVC, soit enfin il y a une cause physique en fait à ce qui s'est passé. Pour moi, il est inconcevable qu'un cerveau, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est épuisé, il en arrive à là. Et c'est lui qui me dit: «Mais vous savez que, il y a des tortures qui existent malheureusement, qui sont la privation du sommeil et on peut en mourir. Mmh. Et là, vous avez failli mourir à cause de votre fatigue». Et moi, j'y crois pas du tout, enfin et parce qu'en plus pour moi, dépression du postpartum, postpartum est égal mon bébé, est égal c'est à cause de lui en fait que je suis dans cet état-là et pour moi non, enfin c'est pas à cause de lui, mais en même temps, je lui en veux énormément. Mmh. Et tout ça, ça se bouscule en fait. C'est des sensations très contradictoires parce que je l'aime, je sais que je l'aime, mais en même temps, je me dis: «Bah, c'est à cause de toi que je suis là». Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie en fait? Pourquoi on a fait un bébé? Pourquoi je me suis infligé ça en fait? Pourquoi on s'est infligé ça dans notre vie? Et je vois pas tout le positif, hein, le fait d'avoir un enfant que c'est aussi génial, mais je ne vois que ça. Donc les mots sont posés sur la dépression du postpartum. Moi, j'y crois pas.
Je suis très méchante à ce moment-là, après tout le monde, parce que j'y crois pas un seul instant. Je sors de réanimation, donc je suis placée en gynécologie, en service de gynéco. Mais là, je me confronte à une réalité du système médical français, c'est que la psychiatrie est totalement désolidarisée du soin, en fait, du parcours de soins. Et oui. Et je suis en gynécologie, les infirmières me le disent clairement, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Il n'y a aucun intérêt, enfin, pourquoi vous êtes en gynéco, on ne sait pas. En gros, je prends un lit pour rien, quoi. Et on me parle pas d'unité mère-enfant pour essayer de refaire le lien, on me parle pas de tout ça. Par contre, le psychiatre veut absolument que j'ai un suivi psychiatrique, évidemment, et me demande pas, hein, c'est fait d'office, me réoriente du coup, puisque la gynéco veut pas me garder, vers le CMP, donc c'est le centre médico-psychologique de mon arrondissement, Mhm. que je connais parce qu'effectivement, il y avait eu une période, à un moment donné, où j'avais été pas très bien, et c'est ma mère qui travaillait en psychiatrie, donc elle connaît très bien les CMP, m'avait dit, bah, va voir au CMP, il y a peut-être une infirmière qui peut te recevoir, etc. Donc, ils me connaissaient sans me connaître, hein, j'avais déjà été là-bas. Et donc, nous voilà transférés là-bas avec ma mère qui m'accompagne. En plus, là, c'est très drôle parce que j'ai demandé sur le fameux poste dont tu parlais tout à l'heure en collaboration, qui est un poste dessiné, la tenue que je porte sur une des slides, en fait, qui montre cette arrivée à l'hôpital psychiatrique. J'en rigole maintenant, mais c'est qu'en fait, j'avais pas d'habit quand j'étais à l'hôpital. J'avais plus rien. D'accord. Et donc, ma mère a couru, elle connaît pas du tout Paris. Elle est montée dans un taxi, elle a dit, trouvez-moi des vêtements, enfin, il me faut des vêtements pour ma fille qui sort de l'hôpital. Et donc, elle est allée dans un magasin, mais il n'y avait rien. Et donc, je suis ressortie avec une paire de pantoufles charentaises rouges, un legging à fleurs rouge fuchsia et un pull noir. Et je la détestais, en fait. Mais je m'accrochais, en fait, à des choses futiles comme ça, comme ma tenue. J'avais honte, mais honte. En plus, je vais en psychiatrie et en plus, je suis habillée comme une folle. Enfin, tout va bien, quoi. Là, j'ai le tableau complet de, tout ce qu'on peut penser, en fait, du fou et de la psychiatrie. Et donc, j'arrive là-bas. Et la grosse erreur qu'ils font, c'est qu'au lieu de me faire rentrer tout de suite en chambre et me dire maintenant tu fais dodo pendant 3 jours, on veut plus te voir et tu dors et tu décuves de tous les médicaments que tu es en train de faire passer par ton foie, et bien en fait non, ils m'obligent à aller au réfectoire pour manger. Mhm. Alors déjà j'ai pas faim, et c'est surtout que là je me confronte à des personnes qui ont des pathologies sévères, physiques ou psychiques, des personnes qui bavent, des personnes qui tapent, qui crient, qui bougent sur leur fauteuil d'avant en arrière. Enfin, vraiment, encore une fois, tout ce qu'on peut imaginer de la psychiatrie. Et là, je me le prends en pleine face et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Enfin, mais j'ai rien à faire là, moi. J'ai besoin de voir mon fils, en fait. Et là, j'ai une envie, mais immense, d'être auprès de mon fils et de lui dire pardon. Lui dire pardon de tout ce que j'ai pu penser, en fait, pendant toutes ces semaines avant mon hospitalisation, et puis pendant tous ces jours en réanimation où j'ai pas souhaité sa mort, mais j'ai souhaité qu'il n'existe plus. Mhm, bien sûr. Et c'est pas lui en tant que petit garçon, c'est l'enfant, en fait. L'enfant qui pleure tout le temps parce que bébé RGO, mais on le savait pas, on m'a pas écouté. Là aussi, quand je disais au pédiatre, il pleure tout le temps, bah oui, un bébé ça pleure. Ouais, enfin, ça pleure, mais là maintenant j'ai une petite fille. Ouais, un bébé ça pleure, mais ça pleure pas comme il pleure lui. Maintenant je le sais. Un Mhm. enfant ça pleure pas comme ça. Il hurlait de douleur tout le temps. Il vomissait tout le temps. Et on m'a pas écouté. Et moi j'étais toute seule avec ça. Et toutes ces pensées, d'un moment donné, le syndrome du bébé secoué, je ne pardonne pas les parents qui le font. Je n'excuse pas les parents qui le font. Mais je comprends le geste de désespoir à un moment donné de dire mais il va fermer sa boîte à meux, enfin il peut se taire juste 5 minutes et ça m'a traversé l'esprit un jour. C'est une question, ce dont tu parles là, on reviendra après pour le coup sur ton récit. On va Mhm. ouvrir cette parenthèse, c'est une question que je voulais te poser. Je me demandais si justement pendant ces mois, justement, est-ce que tu as vu des phobies d'impulsion? Donc je comprends que oui, Ouais. parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi un symptôme, alors c'est toujours particulier parce qu'on par rapport aux études que j'ai lues sur le sujet, on sait pas
qui est de l'œuf ou de la poule. On ne sait pas si c'est la phobie d'impulsion qui amène la dépression du postpartum ou si c'est la dépression du postpartum qui entretient la phobie d'impulsion. D'ailleurs, ça peut être les 2. Mmh. Heu, mais en effet, on peut avoir des pensées qui sont extrêmement violentes Ah oui, et qui peuvent être extrêmement culpabilisantes aussi. ah mais totalement et puis ça, j'en ai pas parlé, enfin à personne parce que, Est-ce que tu bah, avais c'est honte? horrible. Ah mais énormément. Puis c'est Mmh. horrible, enfin je l'ai imaginé, oui, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête, le secouer, le faire exprès de le mettre sur le ventre, parce que, au moins, c'est pas moi, c'est lui qui a pas su se retourner. On habitait au 6e Ouais, quand étage, même, ouais. c'est de sauter par la fenêtre, et de au moins je l'entendrai plus pleurer et je serai plus fatiguée. Et ce que j'ai fait, hem, il y a une fois où je l'ai dit à ma mère que j'en pouvais plus, vraiment que j'en pouvais plus et c'est elle qui m'a dit: «Tu le poses dans son lit», parce qu'elle habitait loin, hein, à 1000 kilomètres à Nice. «Tu le poses dans son lit, tu restes au téléphone avec moi, tu le poses dans son lit et tu sors de la pièce. Si c'est trop encore dans la pièce, tu sors de l'appartement. Tu prends bien tes clés, mais tu sors de l'appartement et tu le laisses». OK. Et moi, pour moi, c'était horrible. Enfin non, on laisse pas un bébé, et elle m'a dit: «Tu poses le téléphone, tu le poses dans la chambre avec le haut-parleur». Donc elle lui parlait pendant ce temps-là et elle me dit: «Tu t'en vas, tu sors». Et c'est ce que j'ai fait et je suis sortie. Je suis sortie, je sais pas combien de temps, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et jusqu'au moment où, voilà, je pouvais bon, il pleurait de plus belle évidemment parce qu'en plus il était posé tout seul dans un lit, il a pas compris pourquoi, mais voilà. Et là, j'ai eu les idées claires de dire: «OK, bon, ben, je vais prendre rendez-vous chez le pédiatre déjà, première chose, lui dire que là, j'en peux plus». Et donc oui, oui, il y a eu beaucoup de choses qui me sont passées par la tête et c'était horrible et tout ça, quand je suis à l'hôpital psychiatrique, j'y repense et je me dis: «Mais je veux pas être folle, enfin, je suis pas folle, Mmh. je veux juste Je dormir». précise juste, je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent que, on parle de on utilise les mots, folle, on parle de gens qui ont des pathologies graves, à aucun moment il y a de jugement, hein, dans le Ah non, propos de Mélina ni dans le mien, d'accord? Non, mais je précise oui, juste bien sûr. pour que ça choque pas parce que le mot psychophobie, part assez facilement. C'est juste qu'en fait, on parle avec nos mots qui sont des mots, généraux, qui sont pour certains construits avec, comme le disait Mélina, avec, peut-être des préjugés des fois, des choses qui ont été déconstruites depuis, comme l'a évoqué Mélina. Voilà, mais je pense que c'est des mots importants à utiliser. Donc même si le chemin a été parcouru depuis, je pense que c'est important d'utiliser les mots qu'on a pu penser sur ce moment-là pour voir la réalité du truc et donc à ce moment-là, toi, tu dis: «Non, moi, je suis pas folle», quoi. C'est ça et en fait, tous les clichés qu'on peut avoir sur la psychiatrie, là, je les vis, quoi. Je suis habillée n'importe comment, je suis pas lavée depuis je sais pas combien de jours parce que, bah, en réa, on me fait la toilette, mais voilà, j'ai pas pris de douche depuis, au moins 2 semaines. J'ai tout qui va pas et je veux voir mon fils pour m'excuser. En fait, j'ai qu'une D'accord. obsession, c'est ça et j'ai beau être, encore complètement shootée, je me lève. Je suis très virulente à ce moment-là, je pense que, bon, je suis très grossière aussi, hein, je leur dis d'aller, voir ailleurs si j'y suis et je m'en vais. OK. Je m'en vais et là, la chance que j'ai, c'est que ma famille n'est pas encore partie parce que mon frère et mon mari avaient ramené des affaires pour que je puisse rester quelques jours à l'hôpital psychiatrique. Mais là, je leur dis, que je m'en vais et ma mère parce qu'ils veulent me forcer du coup à rester, les médecins et les infirmiers qui sont là, quitte à me mobiliser et cetera. Enfin, il y a les mots mobiliser là, enfin moi c'est mort, je veux pas. Et là, ma mère dit: «Écoutez, moi je suis infirmière psychiatrique, je prends la responsabilité, je signe une décharge». Elle rentre avec nous. OK. Mais je pense que Ça, j'ai c'est cette cool chance déjà. aussi parce qu'elle Ouais. elle est du métier et qu'elle sait aussi, analyser, les moments de grande détresse. Enfin, elle aurait pu même elle appeler les pompiers à un Mmh. moment donné, si ça allait vraiment pas. Et donc me voilà et je me souviens de ce trajet. C'était tout droit parce que c'est sur la même rue, à Paris. Donc, le CMP, il est tout en bas de la rue et moi j'habitais tout en haut de la rue, je sais pas combien il y a 2 mètres, mais et me voilà à 18h en train de tituber d'un côté du trottoir à l'autre. Je veux surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui me touche, donc il y a mon frère qui m'escorte à côté de moi, mon mari derrière, ma mère devant et pour pas que je m'échappe, vraiment, en courant, j'aurais pas pu vu comment je marchais et j'étais vraiment comme si j'avais 6 grammes dans le sang, hein, vraiment j'étais, je titubais, je parlais n'importe comment et j'arrive chez moi.
il y a ma sœur qui est là. Hem, Quand je rentre, elle me dit que Louis dort. Chose rare, hein, Louis dort, c'est vraiment laissez-le dormir quoi, parce qu'il dormait jamais, enfin il hurlait tout le temps, c'était très compliqué. Donc là, en gros, c'était pour dire: «Non, le réveille pas», j'ai mis 3 heures à l'endormir. Je rentre dans sa chambre et à peine je passe le pas de la porte, il ouvre ses yeux, mais chose qui normalement, il se serait mis à hurler parce qu'on l'a réveillé, parce que d'un coup ça va pas. Mais là, pas du tout. Il me regarde, je me penche au-dessus de lui et il me tend sa main. Donc il a là on est fin janvier, donc il a 5 mois, un peu plus de 5 mois. Il me tend sa petite main et là je lui dis que je suis désolée de alors je sais plus exactement ce que je lui dis comme phrase, mais en gros, c'est que je suis terriblement désolée de tout ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu lui dire, parce qu'il y a aussi des choses que j'ai dites, hein, quand il était plus petit et de pas avoir été là pendant toutes ces journées et que plus jamais je le laisserai tomber et qu'on va y arriver tous les 2. Et Tu ressens de l'amour à ce moment-là? ouais, énormément. Ce que j'aurais dû sentir le jour de sa naissance. D'accord. Ouais, désolée. Ouais, T'inquiète, je comprends. je ressens l'amour en fait que j'aurais dû, cette vague en fait qu'on m'avait, vendue à la naissance, ce moment où tu as ton cœur qui grossit. Hem, c'est ce jour-là, enfin c'est ce soir-là où je l'ai vécu en fait. Et hem et je l'ai pas pris dans mes bras, il m'a pas demandé. Par contre, il a pris son doudou, il s'est retourné, il s'est endormi. Chose qu'il avait jamais faite de sa vie. Déjà de s'endormir seul et puis, en étant là, enfin moi je pensais qu'il allait du coup rester scotché à moi, toute la nuit, bah, pas du tout, il s'est rendormi et donc je suis sortie de la pièce et là tout le monde était tendu, après coup, ils m'ont expliqué que, bah, ma mère savait pas ce que j'allais avoir comme réaction. De violence, de haine Mmh. envers lui, envers moi, et non, la première chose que j'ai faite, c'est demander une clope à ma sœur, alors que je fumais plus, depuis longtemps et voilà, et ça a été le début, en fait, de ma vie de maman. D'accord. Après, ma mère est restée avec nous pendant 1 mois. Mmh. Elle a posé un congé, pendant 1 mois bah, pour s'occuper de moi, parce que j'étais encore tellement shootée par les médicaments, je pouvais pas le prendre, je pouvais pas me lever la nuit. En plus, j'avais des somnifères, j'avais, plein d'antidépresseurs, enfin c'était, voilà, et puis j'avais toujours cet antiépileptique qui était très, très lourd. D'accord. Et là, on a appris à se connaître avec Louis. Déjà, là aussi, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance et que non, ses pleurs étaient pas normaux. Donc, j'ai défoncé les portes pour qu'on lui fasse des examens et effectivement, il était en fait allergique aux protéines de lait de vache. Donc il avait un reflux interne, une œsophagite. Heu et là, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, bah, j'avais raison. En fait, il y avait un problème et si on m'avait écoutée dès le départ, en fait, possiblement que j'en serais pas arrivée là». Il y a, dans les choses que tu as pu lui dire, alors tu me dis si c'est trop douloureux, hein, mais c'est parce que j'aimerais que ça puisse servir aux mères, aux pères, aux futurs parents qui nous écoutent. Dans les choses que tu as pu lui dire, il y a des choses, très violentes? Oui, ouais, oui, bien sûr. Ouais, bah, il y avait des «ferme ta gueule», j'en suis pas fière, hein, attention, je parle plus comme Non, ça à non, mais il mon y a pas de fils souci. ni à On est mes enfants, mais j'étais dans un état, tellement au fond du seau. Oui, je lui disais de fermer sa gueule. Je disais: «Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es là? Pourquoi?» Ce qui me parle dans ce propos-là, c'est enfin, j pour ceux qui te suivent, on connaît tous la grande bienveillance que que tu as et que tu mets en œuvre, dans ta famille et je pense que c'est un vrai marqueur quelque part quand on veut être bienveillant, quand on a, cette idée qu'on a de sa parentalité, quand on veut être dans une parentalité, qui écoute beaucoup les besoins de l'enfant et tout et puis qu'on se rend compte
qu'on a ces comportements-là qui sont pas des comportements qu'on cherche à condamner, la question est pas là. Pour moi, ce sont des symptômes, d'une situation qu'il faut résoudre. Bah, justement, en fait, qu'à partir du moment où on est en décalage entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qui se passe, c'est aussi, tu vois, un symptôme, en fait, de: «Attends, là, je viens de dire, "Ferme ta gueule" à mon bébé, heu, ça me choque, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a peut-être un truc qu'il faut que je creuse, quoi». C'est Tu vois? ça. Ouais, complètement, complètement, mais le problème, c'est que, on parle tellement peu de la dépression du postpartum. Alors là, maintenant, si, avec les réseaux sociaux, ça commence, mais moi, à l'époque, j'étais même pas sur Instagram, je sais même pas si ça existait. Mmh. Enfin, en tout cas, j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais que face à des professionnels. J'avais pas cette culture de de curiosité, d'aller, chercher par moi-même, de lire des livres. Alors oui, j'ai lu des livres de grandes autrices, qui parfois peuvent être très culpabilisants, mais voilà, enfin, je me suis pas renseignée plus que ça, mais parce que je ne savais pas, en fait, et quand j'en parlais autour de moi, parce que je l'ai dit même à mes proches que j'étais fatiguée. Je l'ai dit à mon mari et heu et rien n'a été entendu, en fait. C'est Ça, c'est l'autre question, que je voulais te poser justement sans faire le procès de ton mari, de Bien sûr. Julien, aucunement, hein. Mais c'est quelque chose quand même qu'on retrouve aussi, beaucoup dans les sujets de dépression et postpartum, c'est la méconnaissance d'une part, mais ça c'est pour beaucoup de gens. La méconnaissance d'une part, la non-considération de l'importance de la situation par les conjoints et dans certains cas les conjointes et alors bien sûr, moi j'entends parfaitement que, dans une société où on dit aux pères qu'il faut vite quitter le foyer, heu, parce que c'est pas leur place de s'occuper de la famille, ça puisse être compliqué mais en attendant, voilà, quand on retrouve sa femme, sa compagne, en tout cas la mère de son enfant et qu'elle nous dit tout le temps qu'elle est fatiguée, c'est un vrai signal. Oui. Ah oui, oui. On est C'est d'accord. c'est c'est pas du cinéma. Mais c'est un problème sociétal de toute manière parce que, il y a plein de choses qui ont fait que, Julien, n'a pas entendu mes cris d'alerte. Il y a la première chose, c'est qu'il était ultra investi pendant l'accouchement, toute la préparation, il a été là à toutes les échographies, à tous les cours de préparation à l'accouchement, il posait plein de questions, il allait au tableau écrire faire des schémas, enfin bref, il était vraiment investi, quoi. Mais sauf qu'après, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il en savait rien et même moi, Mmh. j'en savais rien, au final, j'avais jamais eu d'enfant. J'étais la première de mes amies à avoir des enfants, Heu, dans ma famille, il y a que ma grande sœur qui a une fille, mais je l'ai pas connue bébé, donc bon, bref, c'est on n'avait pas d'exemple et ce qui s'est passé aussi, c'est que les fameux 11 jours, parce que là, maintenant, c'est un peu augmenté, mais avant, c'était 11 jours de congé paternité, il les a pas pris immédiatement à la naissance parce qu'on n'avait pas de mode de garde, pas de nounou, pas de crèche et on s'était dit: «Il faut absolument qu'on garde ces jours-là. Si jamais on trouve pas de mode de garde, pour après, quand moi je vais devoir retourner au boulot, Mmh mh. pour que lui, enfin qu'on puisse encore avoir un peu de rab avant d'être vraiment, dans la mouise». Dans la merde. Ouais, clairement. Donc ça a été voulu, enfin même moi je l'ai dit. Les nuits, du coup comme il rentrait au boulot, enfin il a repris le boulot, les nuits, c'est même moi qui lui ai dit: «Je vais m'en occuper. Comme ça, toi tu dors la nuit pour bosser la journée et comme ça, moi je dors en même temps qu'il dort». Mais c'est même moi qui Sauf lui que ai dit ça ça. n'arrive pas. Mais ça n'arrive pas. Mais ça, on le sait pas Exactement. et il y a personne à un moment Eh donné oui. qui m'a dit: «Mais ça, c'est une douce illusion ma belle». Déjà de 1, il peut ne pas dormir, ce qui a été le cas, il dormait, pas du tout la journée, 0 sieste et et puis en plus, quand bien même si des fois il fait des siestes, beh, tu vas soit avoir ton cerveau qui va, bugger et tu vas rester réveillé à côté de lui et puis, voilà, à rien faire. Soit tu vas, au moins te laver les dents, au moins te laver, le corps parce qu'à un moment donné tu vas réussir, aller aux toilettes accessoirement, te faire à manger peut-être.
mais jamais tu vas dormir. Et en fait, ça, pour moi, parce que, bah, c'est dans les films et que c'est comme ça qu'on nous le vend, c'est le congé maternité, c'est un congé maternité. Mmh. On se repose, quoi. On récupère de l'accouchement. C'est la deuxième fois que tu utilises, le terme, «vendre», c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Mmh. Heu, donc pour résumer, si je comprends bien, il y a quand même, beaucoup, alors peut-être moins, un petit peu moins aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même vraiment beaucoup, cette espèce de tabou autour de la maternité, de dire que, ça va être génial, que c'est que Mmh du mh. bonheur, que alors il y a beaucoup de bonheur en tout cas, ça c'est, en tout cas, nous de notre côté, il y a beaucoup de bonheur, mais comme chez beaucoup de parents. Mais il y a aussi, plein de moments de fatigue, de doute, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en plus, donc il y a ce côté-là quand même, cette désillusion qui peut faire très mal et qui est clairement un des critères aussi d'entrer en dépression du postpartum. Et il y a un autre point aussi que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est cette situation où on te place un peu en incompétence parentale. Parce que, moi ce que je retiens quand même, c'est que pendant plusieurs mois, ton fils va pas bien, ton fils est en RGO, ton fils, a mal, tu le sais, tu le sens, mais tout le monde te dit que tu te trompes. Mmh mh. C'est ça. Je suis pas capable de le savoir. Ouais. Donc si je comprends bien, tu démarres la maternité avec alors, tu démarres la maternité avec un deuil pendant ta grossesse, qui n'est pas pris en charge. Un accouchement qui se passe pas du tout comme prévu, très stressant, pas d'accompagnement psychologique. On est d'accord? Mmh mh. L'enfant arrive, ça se passe, tu es très fatigué, tu as un bout de placenta qui reste, dans ton corps pendant 2 mois et demi. Tu saignes tout le temps, tu dis à tout le monde que tu es très fatigué. Ça personne bronche. Ton fils pleure énormément, tu ne peux pas te reposer. Pour le coup, tu as des phobies d'impulsion. Ça, pour le coup, tu en parles pas parce que tu as honte d'en parler. C'est ça. Tu as des phobies d'impulsion, tu te sens incompétente en tant que mère et pourtant tu te donnes à fond. C'est-à-dire Ouais, que tu te donnes à fond, mais tu as l'impression que tu fais que de la merde. c'est ça. OK. Ouais, je crois qu'on a quand même en effet, beaucoup d'ingrédients mélangés pour faire, une grosse dépression du postpartum. C'est ça. Et en fait, ce qu'aujourd'hui je peux analyser et on en a beaucoup parlé avec Julien et ce qui était pas du tout, enfin quand je l'ai vécu, je lui en ai énormément voulu à Julien aussi, hein, parce que pour moi c'était de sa Bien sûr. faute. Je pense qu'il a fait une dépression du postpartum également. Sauf que c'est Mmh. très tabou de parler de la dépression du postpartum chez les pères, parce que déjà il y a les mères qui disent: «Ouais, enfin bon, c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois, c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui» et puis lui il fait une dépression, ouais, bah, ça va, il a le beau rôle, déjà. Et puis, il y a cette méconnaissance de se dire: «Bah, ouais, bah, les pères aussi, en fait, c'est une bombe atomique qui arrive dans leur vie». Et Julien, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la vision d'une femme qui prend finalement pas soin d'elle, parce que j'étais un déchet, hein, j'étais habillée, mais je me lavais pas, mais dans les films, les nanas, elles sont toutes pomponnées, toutes belles, enfin, il y a un Et sur les problème. réseaux sociaux encore aussi quand même, hein, tu vois? Alors, Enfin, on oui, voit ça encore sur les réseaux, ouais, complètement. pour les stars, tu vois? Je parle pour les Oui. stars, hein, pour les stars, c'est souvent alors certaines ne le font pas d'ailleurs, en effet, mais tu vois, je lisais il y a pas longtemps, alors on va pas citer les noms, mais on parle beaucoup de, «Oh mon Dieu, telle femme a retrouvé Mmh. son poids de forme, extrêmement vite, regardez-la, elle est magnifique, working mom, tout de suite, tac tac», voilà C'est donc ça. ouais, enfin ou pas quoi. C'est ça, dans la vraie vie, non. Et ça, le Voilà. corps justement, le corps, tu l'as bien dit. Moi déjà, j'avais l'impression pendant ma grossesse d'être dépossédée de mon corps. Je me suis retrouvée avec un corps que waouh, ah ouais, j'ai un ventre encore de 4 mois de grossesse alors que je viens d'accoucher, mais c'est quoi ce délire? Enfin, je j'ai pas signé Mmh. pour ça moi. Et puis Julien non plus, il a pas signé pour ça. Déjà, il y a eu disette pendant la grossesse parce que moi au début, j'avais pas de libido, après j'avais une libido folle et c'est lui qui avec mon ventre, il y arrivait pas, puis après j'accouche, mon corps, il est, complètement, en pièces, rapportées, détachées. Donc lui aussi ça a été compliqué et puis, au final, il est rentré dans en fait, il a repris sa vie comme avant. Il Ouais. rentrait à la même heure qu'avant, il allait au sport après le boulot, donc il rentrait vers 21:00. Moi, j'avais vécu toute la journée seule avec le petit, à des fois même pas aller faire pipi.
Et puis il rentrait du sport, il allait à la douche et une fois qu'il avait fini sa douche, il venait, il prenait son fils: «Ah bon, c'est pourquoi, le dîner il est pas prêt?» ou «Pourquoi, oh là là, mais attends, ça sent mauvais dans la maison, et mais ça, maintenant, j'en parle librement parce qu'il le sait que, Bien sûr. qu'il a merdé, mais en fait, il a merdé, mais parce qu'aussi c'est l'image qu'il avait autour de lui et puis quand on lui disait, au boulot, «Bah, comment ça, tu rentres, mais non, non, mais attends, viens boire un pot avec nous», il y avait pas ce truc de dire: «Mais ah oui, attends, ta femme, elle attend là, va 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 pas l'aider, mais va prendre ta place». Parce que là, aujourd'hui, je pense pas que Julien m'aide. Il a à 50, bon, pas de la charge mentale, on est bien d'accord et ça, il le sait, mais en tout cas, à des tâches, qui sont à effectuer dans la maison, on est à 50-50. Dans le fait de s'occuper des enfants, on est à 50-50. C'est un gros sujet, bon, moi j'ai un livre à paraître, le 13 janvier, justement pour accompagner les pères qui s'appelle «Tu vas être papa» et c'est un gros sujet dont je traite dedans parce que tu vois, tu disais avec beaucoup de justesse que finalement les pères, on sait pas leur dire quel est leur rôle, et on n'en parle pas non plus, il y a beaucoup de tabous, donc la la bonne nouvelle, c'est que dans ce livre, j'amène des réponses et notamment aussi sur la dépression du postpartum du père, heu, qui sent, pour être très clair, hein, occupons-nous déjà du postpartum, dépression postpartum de la mère, parce que c'est quand même le sujet majeur qui est oublié aujourd'hui dans la société. Mais pour ton information, pour le coup, il y a des études quand même qui ont été faites sur le sujet, notamment en Australie. Et il faut savoir que lorsque la mère fait une dépression de postpartum, le père a 50% de chances de plus d'en faire une aussi. Ça m'étonne pas. Et en fait, ça arrive très souvent. Sauf que il faut pas en parler. Déjà, parce que il y a un sujet de virilité Mmh. derrière ou de masculinité toxique, chacun mettra le mot qu'il veut dessus et puis les symptômes sont pas les mêmes. C'est un petit peu, l'expression du postpartum du père dépression du postpartum du père, c'est un petit peu, si tu veux, un stéréotype, en fait, du mec. C'est, beaucoup d'agressivité, beaucoup de passivité. En fait, tu es soit agressif, soit passif, beaucoup de distance, en fait. C'est Et exactement ça. donc c'est intéressant à savoir si tu veux, parce que oui ça arrive aussi et parce que la société, elle est certes très violente avec les mères, faut pas se mentir, mais elle est aussi violente avec les parents, tout court Mmh mh. et avec l'enfance, pour le coup en plus. Donc ouais, donc c'est quand même un récit incroyable. Qu'est-ce que là maintenant, si tu veux, on en parle un petit peu plus de la dépression du postpartum. Alors je parlerai pas, de la mesurette, gouvernementale avec, un petit rendez-vous, à quelques jours après l'accouchement sur le sujet, mais notamment sur ton blog, donc je rappelle l'adresse à lafamilletortue.fr, tu parles de différentes, voilà, différentes options à un moment. Bon, on est d'accord que le premier point, c'est d'oser parler. Ça, c'est peut-être le point qui paraît le plus simple, mais en même temps qui peut être le plus dur. Alors au-delà d'oser parler, parce que parfois on ose parler, mais on n'utilise pas les bons mots. Mmh. Et je pense que de dire à quelqu'un: «Je suis fatigué», on l'emploie tellement ce mot, «je suis fatigué» que ça veut plus rien dire. Tu es fatigué, oui, bon, bah, comme tout le monde. Mais de dire: «Je suis épuisé, Mmh. j'arrive plus à dormir, je dors que 2 heures par nuit, je là, je suis au fond du seau, j'arrive plus à me relever». C'est des mots et surtout le mot épuisé, ou j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide. Et je pense que les professionnels de santé ou en tout cas notre entourage, peut mieux comprendre, notre mal-être et notre situation en utilisant les bons mots et en n'ayant pas Ouais. peur de les utiliser. Non, mais c'est ça, c'est important. C'est tellement important et donc après, il y a des organismes dans lesquels on peut aller si jamais, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Tu parlais de CMP tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, le CMP, donc c'est le centre médico-psychologique, il me semble. Ouais. C'est un peu partout. Alors sur Paris, je sais qu'il y en avait plusieurs dans plusieurs arrondissements. Dans les autres villes, c'est un généralement par ville. Là, je suis sur Aix-en-Provence, il y en a un, qui est rattaché en fait à l'hôpital, psychiatrique de la Mmh. ville et c'est un lieu dans lequel on peut, bénéficier d'une écoute, soit par une infirmière, psychiatrique, soit, une psychologue, soit un psychiatre. Ça dépend le degré aussi de notre mal-être,
j'ai envie de dire. Et on peut, voilà, être écouté, avoir un suivi. Des fois, c'est juste une fois comme ça. Alors les délais sont un peu longs. Les délais sont un peu longs parce que, bah, ils sont un peu pris d'assaut, surtout là avec la post-pandémie, enfin pandémie parce qu'on est encore dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin. Sinon, il y a aussi la PMI. On Ouais. oublie en fait, même moi la PMI, je pensais que c'était uniquement un endroit pour aller peser bébé, Ouais, à la ou pour base, hein. dénoncer, tu sais? La PMI, ça fait peur aussi, des fois, tu sais, dans l'imaginaire. Ouais, La peut-être. la Moi, PMI, il y j'avais a plein de pas. gens qui pensent que c'est, comme quand ils parlent de protection, en fait, Ouais, la c'est PMI, il vrai. faut y aller quand il y a un danger, tu vois, pour l'enfant. Alors, soit dit en passant, des pépés, ça peut être un Aussi. danger, pour l'enfant et pour la mère mais en fait, la PMI, c'est un endroit dans lequel on peut aller, même juste des fois pour prendre des conseils, Ah oui, pour pas être seul, pour se c'est sentir ça. bien, voilà, pour se Exactement. soulager, quoi. Et il y a plusieurs professionnels. Il peut y avoir un gynécologue, un pédiatre, un médecin Mmh. généraliste, conseillères conjugaux, puéricultrice. Il y a tous les corps de métier, psychologue, psychiatre. Et pour l'avoir bien, je sais pas comment dire, mais pour y avoir été plusieurs fois là pour ma seconde grossesse, j'ai été prise en charge donc par la puéricultrice, par la sage-femme de la PMI aussi qui venait 2 fois par semaine à la maison, par la conseillère conjugale. Parce que du coup, on a fait un très gros travail de couple pour justement, bah, déjà que j'arrête de lui en vouloir, que je comprenne que c'était, en partie sa faute, mais aussi en partie pas sa faute, parce que Eh oui, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis pour surtout, qu'on ait envie de faire un deuxième bébé, c'est que, voilà, il y a du chemin qui est passé, qui a été parcouru et de c'est l'eau qui est fort. passée sous les ponts. Ouais. Moi, je tiens à te dire quand même que je trouve ça fort après une telle expérience, faire un deuxième bébé avec un postpartum qui s'est mieux passé, Ah mais tout s'est mieux passé, heu, tout, tout, de mais moi, je trouve ça fort quand même. Je trouve ça vraiment fort. Je trouve que c'est une belle victoire, sur la vie, tu sais, de réussir à faire ça, quoi. ouais, complètement, bah, c'est puis vraiment cette grossesse et puis cet accouchement et puis ce postpartum m'a clairement réconciliée avec la maternité et je me dis: «Ouais, mais en fait, je les comprends ces nanas, pour qui tout roule, qui sont bien, qui sont juste heureuses d'avoir leur famille et c'est vraiment chouette». Mais oui, donc il y a la PMI qui peut vraiment aider et puis c'est surtout ce qui est bien, c'est que quand on rentre dans la PMI, en fait, il y a tout un engrenage qui se met en place autour de nous et on voilà, c'est la psychologue qui peut dire, bah, d'aller voir un conseillère conjugale, c'est qui peut dire, bah, on peut faire venir, une infirmière ou une, puéricultrice et cetera, donc c'est vraiment chouette. À la maternité également, dans laquelle on a accouché, ne pas hésiter Mmh. à les appeler et y retourner parce qu'ils ont un service, normalement, de psychologue, et de psychiatre. Donc ils sont, normalement, tenus de faire un suivi aussi sur le postpartum. Si on a repris le travail, ne pas hésiter aussi à en parler au médecin du travail parce que généralement on sait pas trop à quoi il sert quand on bosse, le médecin du travail, par nous dire: «Oui, vous pouvez bosser ou non». Bah si, en fait, il est là pour ça aussi et on peut lui dire, bah, qu'on est juste dévastés. Il va pas nous mettre en incapacité de travail, mais en tout cas, il va pouvoir, nous orienter, Bah, vers les bonnes personnes. ouais et puis, moi, pour avoir connu le cas, alors, pas moi personnellement, mais dans des équipes que je gérais en magasin, ça peut aussi être un aménagement du temps de travail, C'est ça. avoir un mi-temps, passer sur un mi-temps, donc sans perte drastique de revenus puisque la sécu prend le relais et et voilà, parce qu'il y a aussi des dépressions qui se déclenchent, au moment de la reprise du travail et en parler à la médecine du travail, c'est aussi, l'opportunité d'avoir la possibilité d'avoir un temps de travail qui va être réduit, le temps de faire la transition, on va dire et tout en ayant des revenus qui restent quand même corrects parce qu'il y a ce sujet-là aussi financier qui est important Oui, complètement. et Beh, c'est pour ça que la PMI et le CMP aussi, c'est gratuit. mmh. Ah oui, complètement et mais d'ailleurs tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a rien à débourser quoi, que ce soit Non. médecine du travail, PMI ou CMP, il y a rien à débourser. J'ai une dernière question pour toi, Mélina. Oui, Là, maintenant, oui. Mélina d'aujourd'hui, si tu devais aller voir, alors pour le coup, je vais même te situer dans le temps. Si tu devais aller voir Mélina à son 4e mois de grossesse, au moment où elle perd son grand-père, qu'est-ce que tu Qu'est-ce aurais que je envie de lui lui dire là? qu'est-ce que je lui dirais? Ouais, maintenant que tu sais tout ça, quoi. Que c'est dur et qu'elle a le droit
qu'elle a le droit de ressentir tout ce qu'elle ressent et que c'est pas vrai, elle a pas à être forte pour son bébé. Parce que ça, je l'ai entendu. Sois forte pour lui. Ne lui montre pas que il ressent tout. Ne lui fais pas ressentir ta peine, ne lui fais pas ressentir, sois forte, sois forte. Qu'est-ce que je l'ai entendu, ça? Et non, parle à ton bébé, Mélina. Explique-lui que c'est pas de sa faute. Que t'es triste parce que y a ta figure paternelle qui vient de partir. Mais autorise-toi à même crier, pleurer. Autorise-toi à faire ton deuil. Parce que ce sera plus dur encore après. Et tu crois qu'elle t'écouterait? Me connaissant, non, mais enfin, Ouais, tu vois. la plante, la graine aura été plantée, Ouais. et elle mettra du temps à germer. Mais en tout cas, je pense que à ce moment-là, c'est ce que j'aurais eu besoin d'entendre. Et pas, tu sois forte et ne fais pas de mal à ton bébé. Parce que j'avais cette double peine du coup de me dire, ah, j'ai même pas le droit de pleurer mon grand-père parce que je vais faire du mal à mon bébé. Ouais, ça c'est malheureusement, le constat, social qui est fait, c'est que les femmes, les mères, dans tous les cas, toujours perdantes, sur ces sujets-là et justement, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'épisode et je te remercie beaucoup, Mélina, pour ton témoignage. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.